Bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une nouvelle session dans le cadre des Journées de l'économie 2020. Donc, juste peut-être quelques mots au départ avant de lancer le débat qui nous réunit aujourd'hui sur le thème de la relance verte dans les territoires. Donc, je suis Isabelle Laudier. Je suis en charge à la Caisse des dépôts du service Institut pour la recherche qui a pour mission de soutenir des partenariats de recherche sur les thèmes stratégiques de la Caisse des dépôts ou en lien avec ses métiers. Et dans ce cadre, nous sommes mécènes des Journées de l'économie depuis plusieurs années, ce qui nous réjouit beaucoup et qui nous donne l'occasion, bien sûr, de collaborer avec l'équipe d'EGECO, mais aussi d'organiser des sessions sur des thèmes qui sont importants pour nous. Donc, cette année, nous avons choisi de faire débattre les intervenants sur le sujet de la relance, mais plus particulièrement sur le sujet de la relance verte, donc la relance durable, avec une vision territoriale. En effet, on a constaté que la crise sanitaire avait révélé de nombreuses fractures, et en particulier des fractures territoriales. Nous l'avions beaucoup discuté également lors du premier confinement, avec des impacts différenciés d'abord de la maladie sur les territoires et puis des impacts économiques différenciés. Donc, il s'est engagé ce plan de relance général, dont on va dire deux mots, avec cet accent très net, parce que c'est aussi l'occasion de repenser l'avenir, sur la relance verte, c'est-à-dire sur la dimension écologique du plan de relance. Donc, on va discuter de ça et surtout de voir comment on peut inciter, au-delà des financements qui vont être mobilisés pour financer les projets verts, ce qui peut inciter les acteurs économiques dans les territoires à davantage intégrer les enjeux de la transition durable. Ces éléments seront aussi soumis au débat avec les internautes. Nous espérons avoir des questions, parce que l'objectif de cette session, c'est évidemment d'écouter les intervenants, et on va le faire avec grand plaisir, mais c'est aussi d'avoir un échange avec tout le monde. Donc, je recevrai des questions au fil de l'eau. Ça sera intéressant pour moi d'avoir ces questions au fil de l'eau, parce que je pourrais aussi alimenter le débat par vos questions. Donc, pour discuter des enjeux de la relance verte dans les territoires et de comment on peut renforcer cette dimension de transition durable dans les territoires, comment inciter les acteurs, qu'il s'agisse des entreprises ou des acteurs territoriaux comme les collectivités publiques, à intégrer donc ces enjeux. Nous avons Édouard Civelle, que nous allons d'abord entendre, donc, qui est post-doctorant à l'École polytechnique et chercheur associé à la chaire économie du climat. Nous entendrons ensuite Philippe Lambert, qui est directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts. Et enfin, Caroline Mini, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Donc, nous allons commencer par Édouard Civelle. Donc, à chaque fois, une intervention d'une bonne dizaine de minutes, ce qui nous laissera vraiment beaucoup de temps, d'une part, pour les intervenants d'interagir entre eux, et ensuite pour prendre des questions des internautes concernant notre thème de débat. Édouard, la parole est à toi. Merci. Merci Isabelle, et je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui lors des Journées de l'économie. Donc, comme tu le disais, aujourd'hui nous allons discuter de la question de la relance verte et des territoires. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir un petit peu sur finalement quelles ont été les conséquences du Covid. Pourquoi aujourd'hui on a besoin d'une relance? Alors, on a eu, suite à la crise du Covid, des mesures sanitaires qui ont été drastiques, avec donc particulièrement le confinement, ce qui a fait un arrêt brutal en fait, à la fois de notre consommation et de la production, pendant que l'économie était mise sous cloche en mars-avril. Donc là, ce que je vous ai remis, c'est un petit peu une perspective sur les récessions précédentes et la récession qu'on attend en 2020 pour l'économie française, qui montre que même si il y a déjà eu, évidemment, on a connu des récessions en France au cours des 60 dernières années, celle-ci, elle est quand même particulièrement impressionnante par son ampleur. Comparé ne serait-ce qu'à la crise de 2008, on est dans un mouvement récessif qui va être extrêmement fort. La question, c'est qu'ensuite, donc,
après ce premier confinement, on a eu un rattrapage assez net. Parce que voilà, on avait mis l'économie sous cloche, il y a eu un plan de sauvegarde de l'économie qui a été mis en place par le gouvernement qui était extrêmement important, avec notamment les mesures sur le chômage partiel et des prêts garantis par l'État, qui ont permis de préserver quand même assez bien l'économie, d'avoir un bon rattrapage après le premier confinement. Mais on voit qu'en fait, le niveau d'activité qu'on a réussi à réatteindre après le confinement, en fait, il a plafonné cet été. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé un niveau d'activité comme celui qu'on avait avant la crise. Et alors, en plus, on a aujourd'hui, du coup, un reconfinement, toujours pour les raisons sanitaires, qui fait qu'on va avoir à nouveau une mise sous cloche de notre économie et une chute à nouveau de la production et de la consommation pour le mois de novembre et probablement une partie du mois de décembre. Donc la question, c'est ensuite quelles vont être les différentes conséquences sur l'économie française. Alors d'une part, il y a les conséquences sur les ménages. Alors sur les ménages, on a des secteurs de la population qui étaient déjà relativement précaires, en fait, qui sont encore plus précarisés parce que, on va dire, sur des contrats de travail temporaires, les CDD, etc., ou l'intérim, où finalement on a beaucoup moins de travail et donc on a des secteurs de la population qui sont paupérisés. Mais ce qu'on remarque quand même de manière globale sur l'économie, c'est un surplus d'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, la chute forte de la consommation qu'on a eue en mars, avril, mai, et même la consommation qui n'est pas revenue à son niveau attendu cet été et en ce début d'automne, et ben, cette consommation, il y a eu de l'épargne qui a été faite par les ménages. Et donc là, je vous ai mis un petit peu les dépenses de consommation des ménages sur les 10 dernières années. On voit qu'on a une chute qui est majeure et qui fait qu'on a un surplus d'épargne aujourd'hui chez les ménages. Et alors, de l'autre côté, en fait, chez les entreprises, on a eu de la destruction de capital. On a eu de la destruction de capital, en particulier sur les fonds propres. On a vu les fonds propres des entreprises fondre comme neige au soleil. Donc, alors bon, d'une part dans l'industrie, mais alors tout particulièrement évidemment dans les services marchands, tous les services qui étaient les plus exposés et qui aujourd'hui sont encore complètement mis à l'arrêt par le nouveau confinement, que ce soit la restauration, le tourisme ou les services culturels, par exemple. Donc, on a d'un côté des ménages, en fait, finalement, qui globalement ont des revenus qui ont été préservés grâce aux différentes mesures du gouvernement. Et d'un autre côté, on a un secteur privé de production qui, lui, a vu qui a des problèmes en fait, structurels aujourd'hui parce qu'on a eu de la destruction de capital. Et donc, finalement, la question, c'est un peu, qu'est-ce qui va se passer avec ce surplus d'épargne? C'est-à-dire, est-ce que, admettons qu'en janvier, finalement, les bonnes nouvelles sur les vaccins se confirment et qu'on arrive à redémarrer vraiment, à retrouver à retrouver une activité économique hors confinement, est-ce que pour autant, ce surplus d'épargne va vraiment être réinvesti dans la consommation? Parce que finalement, on peut s'attendre à ce que les ménages qui ont des anticipations qui ne sont pas pas irrationnel, on va dire. Les ménages, ils peuvent avoir une forme de prudence et que cette épargne, donc, elle se transformait finalement en épargne prudentielle parce que anticipant une situation économique détériorée, ils ne voudraient plus forcément investir, ils ne voudraient plus forcément autant consommer dans le but de garder cette épargne parce qu'ils savent que retrouver un emploi va être plus compliqué, etc. Donc, ce surplus d'épargne, on n'est pas sûr qu'il va être réinvesti dans l'économie, qui permettra forcément de relancer la machine. Et après, on a des problèmes qui sont plus structurels. Donc, on va avoir des destructions d'entreprises. Alors, pour l'instant, on ne les a pas encore complètement vues, mais on anticipe des faillites, des fermetures d'entreprises très nombreuses dans très nombreuses chaînes de valeur, à certains niveaux de chaînes de valeur. Et alors, après, il y a des secteurs qui eux-mêmes sont durablement affaiblis. Et malheureusement, en fait, dans l'économie française, c'est beaucoup de secteurs qui étaient porteurs de croissance qui, aujourd'hui, sont durablement affaiblis. On pense au tourisme, on pense finalement aussi à des secteurs plus industriels comme l'aéronautique, où on a vraiment quelque chose qui va être structurellement problématique parce que la croissance française, elle a été notamment portée par ces secteurs-là. La croissance française a été historiquement portée par ces secteurs industriels-là et aussi par la consommation. Et comme on l'a dit, la consommation, on n'est pas sûr, dans ces situations d'incertitude, qu'elle reparte. Donc, il y a aujourd'hui un consensus sur la relance. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont parler de moment keynésien
parce que finalement, tous les pays s'accordent sur le fait que, bon, on est face à un choc exogène extrêmement fort pour l'économie. Il faut que l'État soit un peu large au niveau budgétaire pour permettre une relance. Et donc, on a des plans de relance qui fleurissent un peu partout en Europe. Là, je vous ai mis un petit peu la déclinaison du plan de relance européen, parce qu'on a, pour la première fois, en fait, finalement, on a un plan de relance européen qui est émis par l'Union européenne à direction des différents pays, et donc qui permet voilà, de vraiment faire de la relance budgétaire. Et donc, ça, vous avez tous les pays qui s'en saisissent. Et après, il y a des caractéristiques propres au… Donc, vous voyez que la France va toucher à peu près 40 milliards de l'Union européenne en subvention en fait, directe. En fait, c'est un emprunt que contracte l'Union européenne sur les marchés qui est remboursable à horizon 2058 par l'Union européenne. Et donc, cette subvention de 40 milliards à la France participe au plan de relance français, donc France Relance, alors qu'il y a comme quelques caractéristiques qu'il faut noter, qui est en proportion du PIB, c'est le plan le plus important de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en termes absolus, il est un peu moins important que l'Allemagne, mais en termes relatifs au PIB, c'est le plus important. Et aussi, il faut remarquer que donc sur les 3 piliers un petit peu qu'a décrit le gouvernement dans son plan de relance, à savoir la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale territoriale et l'écologie, la place qui est accordée à l'écologie avec 30 milliards de consacrés sur les 100 milliards du plan de relance, c'est une part qui est très importante. C'est une part qui est plus importante en valeur absolue et en termes relatifs, par exemple, par rapport au plan allemand de relance. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Et alors après, toute la question, c'est comment en fait ce plan ce volet écologie verte du plan de relance, il va s'inscrire dans les territoires, parce que ça, c'est une volonté qui est affichée du gouvernement, d'être en dialogue constant avec les territoires, avec les collectivités territoriales, avec les industriels, pour permettre de décliner ce plan de manière la plus efficace possible. Donc, ce plan qui est prévu sur 2 ans, sur 2021-2022. Alors, si on regarde vraiment les différentes parties de cette relance verte, on a, on va dire, 3 grands volets et puis ensuite une série de mesures. Les 3 grands volets, c'est vraiment les infrastructures liées à la mobilité, les questions des énergies, technologies vertes et la question de la rénovation énergétique. Alors, sur ces questions-là, on va avoir… Alors, si on prend… Il y a beaucoup de logique, en fait, finalement, dans ce qui est… Il y a beaucoup de choses qui sont très porteuses de sens, mais on va voir qu'en fait, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. On va prendre l'exemple de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, donc il y a 6,7 milliards qui sont mis sur la table, avec à peu près 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', qui est un dispositif à destination des particuliers pour qu'ils rénovent leur logement, et avec 4 milliards de rénovation sur les bâtiments publics. Donc ça sera notamment en discussion avec les régions, avec les collectivités et l'État pour réussir à faire de la rénovation de bâtiments publics. Alors, la rénovation énergétique du bâtiment, c'est quelque chose qui est, sur le papier, très bien, parce que ça permet, c'est de l'emploi qui est local, et qui est encore plus local que français, qui est en fait territorial. C'est-à-dire que les entreprises de rénovation, enfin les entreprises artisanales qui vont faire de la rénovation énergétique, qui sont en Alsace, elles ne vont pas aller faire de la rénovation énergétique en Bretagne. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça s'envisage. Donc, c'est vraiment des emplois qui sont extrêmement localisés. Ça permet de faire ensuite des économies d'énergie aux ménages et donc au plan macro. Ça permet de réduire la facture énergétique française et donc d'allouer mieux, on va dire, nos ressources énergétiques. Et donc, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les ménages parce qu'en fait, sur le long terme, ça permet de faire des économies et de réduire notamment un certain nombre de foyers qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, tout ça, c'est enfin, il y a un consensus sur le fait que la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est positif pour notre économie, peu importe le bout par lequel on le prenne. Après, le problème, c'est que la rénovation énergétique, ça fait 15 ans qu'on essaye d'en faire, qu'on essaye de démarrer qu'on essaye de… On en fait, mais qu'on essaye de faire démarrer réellement la machine. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un problème de filière. On a un problème de construction de filière avec un secteur du bâtiment avec un turnover qui est important, avec des montées en compétences qui sont compliquées. Et donc, cette question de montée en compétences de la filière, il va falloir réussir à l'amorcer. Et c'est là où le plan de relance peut être intéressant, parce que par-delà les 2 milliards qui sont mis sur la prime éco-rénov ma prime rénov pour les particuliers, c'est bien, mais évidemment, pour rénover enfin, tout le parc de logements privés français
à horizon 2050 dans des normes bâtiments bas carbone, il faudrait rénover 700 000 logements par an. On va pas rénover 700 000 logements par an juste avec la prime MaPrimeRénov' de 2 milliards. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un effet de levier. Et surtout, cette prime MaPrimeRénov', c'est sur 2 ans. Donc, ce qui est pour moi plus important, c'est finalement la partie avec les 4 milliards qui sont dédiés à la rénovation des bâtiments publics. Parce que là, on peut avoir un effet de formateur pour les filières. C'est-à-dire que si la commande publique, les collectivités peuvent s'organiser de manière à structurer des filières parce qu'elles ont une demande réelle sur la rénovation énergétique, ensuite, ces filières, elles seront structurées au niveau local et ça permettra de déployer des rénovations énergétiques chez les particuliers. Donc ça, c'est pour comment, en fait, finalement, les industriels et les collectivités, c'est-à-dire que les acteurs du bâtiment tertiaire, peuvent finalement réussir à amorcer cette rénovation énergétique. C'est-à-dire que l'amorçage par le plan de relance verte sur la rénovation énergétique, il doit être sur la structuration des filières par une commande qui est boostée en fait sur les 2 prochaines années. Mais il faudra que dans le temps plus loin, on continue évidemment à rénover énormément de logements privés. Et donc pour ça, on aura besoin de filières un petit peu partout sur les différents territoires. Si on regarde en fait finalement d'autres mesures comme les infrastructures, là encore, ça va être finalement de la commande publique. Il faut savoir que 70% de l'investissement public en France, il est fait par les collectivités. Donc, c'est au niveau des territoires que les investissements publics du plan de relance, ils vont notamment se décliner. Et sur les infrastructures, pareil, donc, il va y avoir la question des mobilités du quotidien, du vélo, des bus, il y a la question du fret ferroviaire, il y a la question aussi du transport, de l'entretien du réseau ferroviaire. Il y a la question également de la décarbonation de l'industrie. Donc là, c'est intéressant, la décarbonation de l'industrie, parce que quand on regarde en détail les plans qui sont poussés par le gouvernement, c'est notamment permettre aux industriels d'investir dans des technologies qui vont être moins consommatrices de carbone, de passer à des énergies propres. Donc ça, c'est positif. Mais alors là où, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, là où le bas blesse, c'est que, je reprends cet exemple de la décarbonation de l'industrie, vous avez finalement sur ce 1,2 milliard, vous en avez une partie qui est consacrée justement à l'investissement industriel pour permettre de basculer sur des technologies propres, et une partie du reste qui est destinée à compenser le surcoût d'utilisation d'une énergie propre par rapport au carbone. Et c'est là où ça va commencer à poser problème. Parce qu'en fait, on va faire ça sur 2 ans, pourquoi pas? Mais sauf qu'à moyen terme, on va avoir un problème parce que si à moyen terme, on a toujours des énergies fossiles qui coûtent moins cher que des énergies propres, le calcul économique va encore mener à favoriser le fossile. Et donc, c'est là où cette relance verte, elle est intéressante évidemment pour amorcer une transition écologique, mais ce qui va être nécessaire à moyen terme, c'est aussi de revenir sur un débat sur la tarification du carbone. Et bon, ça, je suis fidèle à n'importe quel économiste de l'environnement, je reviens là-dessus. Mais si on veut donner les bons signaux économiques au marché à moyen terme, il va falloir quand même être capable de réajuster finalement la part de l'ordre des prix sur les marchés énergétiques. Et donc, il va falloir revenir sur une question de la tarification du carbone. Et ça revient aussi, par exemple, sur les questions de rénovation énergétique. Quand on fait des travaux sur l'économie en fait, de la rénovation, on voit que chez les particuliers, aujourd'hui, on a principalement des toutes petites rénovations parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est rentable, c'est de faire des petites rénovations. Ce n'est pas de faire des grosses rénovations. Et tant qu'on n'aura pas une tarification du carbone adéquate à moyen terme, malheureusement, on n'est pas sûr que l'amorçage de cette transition énergétique, qui est très important par ce plan de relance-là, pourra porter ses fruits à horizon 2030-2040. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Édouard, pour ce lancement du débat. Ce qui est très bien, c'est que l'intervention a posé un certain nombre de questions et ça va permettre aux intervenants qui suivent d'enchaîner, surtout de clarifier peut-être les choses. Donc, Philippe Lambert, la Caisse des dépôts est pleinement engagée aux côtés du gouvernement dans ce plan de relance, puisqu'elle va mobiliser plus de 20 milliards d'euros d'investissement dans un certain nombre d'axes stratégiques, dont celui du financement de la TEE.
On va pouvoir justement parler de rénovation des bâtiments, puisque la Caisse des dépôts a un rôle majeur dans la construction de logements sociaux, la rénovation de logements sociaux et dans les bâtiments publics, rénovation des bâtiments publics. On peut parler aussi de mobilité durable, hein, puisque ça fait partie des cibles également des actions de la Caisse des dépôts dans le cadre du plan de relance, d'économie circulaire. Enfin, on a un vrai engagement dans le cadre de ce plan de relance avec une vraie dimension territoriale. Donc, qu'en est-il exactement? Oui, bonjour à tous. Je suis ravi, effectivement, aussi de vous retrouver à l'occasion de ces journées de l'économie. Édouard l'a évoqué, c'est vrai que notre pays doit faire face à une récession majeure, sans doute une récession que nous n'avons pas connue depuis 1948. Nous estimons à la Caisse des dépôts une récession de l'ordre entre 9 et 11% en fait du PIB sur l'exercice 2020. Tout l'objectif en fait du groupe Caisse des dépôts est de jouer, mais j'allais dire c'est dans son ADN, un rôle contracyclique pour préparer l'avenir, construire l'avenir et travailler sur un plan de relance qui nous permet ainsi de passer ce cap difficile sur 2020, peut-être un peu sur les premiers mois de l'exercice 2021 également. Dès le départ, nous avons, dans le groupe Caisse des dépôts, lancé donc différentes mesures d'urgence pour répondre effectivement aux besoins des acteurs locaux dans une période de confinement qu'Édouard a évoqué. Et puis très vite, on s'est dit qu'il va falloir travailler davantage sur du long terme, comment on accompagne le rebond et comment on accompagne un rebond de notre économie de façon durable, de façon à anticiper ou au moins à renforcer en fait la transition écologique, énergétique. Nous pensons effectivement fondamentalement dans le groupe Caisse des dépôts que c'est un axe fort de la reprise qui, mais on en reviendra tout à l'heure sur les différents sujets, est favorable à l'économie et à l'emploi durable, pérenne sur les territoires. Donc sur la relance verte, nous avons très rapidement, le groupe Caisse des dépôts, mobilisé des fonds sur 4 ans, un peu plus que le plan de relance de 2 ans. 4 ans, nous souhaitons mobiliser près de 40 milliards sur un plan de relance verte, associant à la fois dans le groupe Caisse des dépôts l'action de BPI, à peu près pour la moitié, qui va s'adresser, mais doit l'évoquer, aux entreprises pour travailler effectivement la réhabilitation des bâtiments, des entreprises, à des audits énergétiques que porte BPI France. Et puis 20 milliards également du côté de la Banque des territoires pour accompagner cette fois-ci 4 axes majeurs d'un plan de relance vert au profit donc des territoires. Le premier, on va l'évoquer, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics. Il s'agit pour nous de poursuivre en fait un effort déjà engagé depuis de nombreuses années pour la réhabilitation des bâtiments publics qui permet, Édouard l'évoquait, lorsqu'il s'agit de logements sociaux, de réduire effectivement le coût et les charges en fait que vont payer les locataires. Et donc l'objectif est d'accompagner tous les bailleurs sociaux qui ont déjà initié depuis un certain nombre d'années des démarches visant à réhabiliter l'essentiel de leur parc locatif. Poursuivons cet effort à travers effectivement la mobilisation d'une épargne. Édouard évoquait effectivement une mobilisation de l'épargne ou une capitalisation de l'épargne durant cette période de confinement. Vous le savez, une partie de cette épargne est centralisée par la Caisse des dépôts à travers les livrets A, les livrets durables. Ils vont être mobilisés pour accompagner cette relance verte et en particulier accompagner la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc bâtiments, logements sociaux, bâtiments publics portés par les collectivités. C'est vrai que pour faciliter la création de la filière qu'évoquait Édouard, je pense qu'il faut un effort majeur des collectivités pour porter une réhabilitation massive des bâtiments publics, écoles, crèches, piscines, lycées, pour accompagner cette relance à travers la commande publique qui, on le sait, en France, est un outil indispensable pour une croissance économique. Donc financer la réhabilitation des bâtiments publics, c'est aussi le rôle de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, et nous mobiliserons pour ça toutes les ressources populaires, en particulier le livret A, mais nous allons aussi mobiliser du fonds propre de façon à
industrialiser, entre guillemets, peut-être une certaine rénovation pour, là aussi, renforcer ou conforter la filière qu'évoquait Édouard à l'instant. Donc, rénovation énergétique des bâtiments publics, pour nous, c'est un objectif de 22 millions de mètres carrés rénovés dans les prochaines années. Donc, un objectif majeur qui doit contribuer à la croissance verte et qui, bien sûr, est une croissance verte sur nos territoires, dans chaque ville, dans chaque collectivité que nous accompagnons. Deuxième axe, il s'agit de la promotion des énergies renouvelables. Nous sommes déjà sur ce secteur à la Banque des Territoires depuis un certain nombre d'années. Nous sommes actionnaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'un certain nombre de SEM qui, aux côtés des collectivités, accompagnent les projets de production d'énergie renouvelable. Nous sommes aussi actionnaires de la CNR, qui est un acteur majeur là aussi dans notre région de production d'énergie renouvelable. Et notre objectif est de développer, de poursuivre et de développer en fait cet accompagnement des acteurs de façon à accroître en fait notre part d'énergie renouvelable dans notre production nationale. Donc pour ce faire, nous allons donc accompagner tous les projets d'énergie renouvelable, y compris dans des filières un peu innovantes et en particulier la filière hydrogène sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Car derrière, vous l'avez compris, ces productions d'énergie renouvelable, le troisième axe va concerner en fait tout ce qui concourt en fait à notre mobilité, une mobilité que nous pouvons aussi accompagner à travers ce plan de relance pour avoir, et vous le savez, une mobilité plus verte, une mobilité plus résiliente qui va ainsi nous permettre de développer un certain nombre d'outils sur les territoires, là aussi, de façon à faciliter l'utilisation en fait d'une mobilité douce à travers les transports en commun dans les métropoles et ailleurs, à travers l'utilisation et le développement de bornes de recharge électrique ou de bornes d'avitaillement hydrogène. J'en veux pour preuve le projet que nous accompagnons sur la région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés du Conseil régional et d'autres acteurs industriels comme Michelin et Engie, qui est le projet de mise en place d'une infrastructure hydrogène permettant ainsi l'avitaillement d'une flotte de véhicules, on l'espère très bientôt, qui carburent à l'hydrogène. Quatrième axe, il s'agit de l'innovation au service des infrastructures. C'est vrai que derrière, l'idée, elle est aussi d'accompagner sur des infrastructures portées par les collectivités ou leurs outils qui ont pour objectif, là aussi, d'avoir et d'assurer une relance verte dans nos territoires. J'ai en tête en particulier un grand plan que nous accompagnons avec l'Agence de l'eau sur tout ce qui est réhabilitation, rénovation de notre réseau eau, assainissement. Le cycle petit eau, grand eau, c'est pour nous un sujet important. Il faut savoir que près de 20% de l'eau qui passe dans notre tuyau n'arrive jamais en fait à notre robinet. Donc je crois qu'il y a là aussi, même si c'est moins visible que d'autres actions vertes, une volonté, il faut que nous ayons et que tous ensemble, une volonté pour accompagner là aussi cette réhabilitation de nos infrastructures. Je parlais d'infrastructures eau, je pourrais parler aussi d'un certain nombre d'infrastructures de déchets, infrastructures visant le recyclage donc, de nos déchets, infrastructures également visant à l'environnement. Ça aussi, c'est un axe fort que nous allons développer dans le cadre du plan de relance verte porté par la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts. Enfin, autre axe, il s'agit de travailler davantage l'économie circulaire. C'est aussi un axe fort qui devrait être inscrit. De nombreuses collectivités ont inscrit dans leur programme ce sujet de l'économie circulaire. Ça concerne en particulier l'accompagnement que nous pouvons faire auprès des sociétés de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Je pense qu'il y a là aussi, en proximité, à travailler des sujets d'économie circulaire de façon à alimenter nos métropoles et le reste du territoire sur des sujets. Et j'ai en tête un beau projet de culture partagée à côté de Valence dans la Drôme, sur lequel donc nous allons travailler et sur lequel on pourra communiquer très rapidement. Et puis enfin, au-delà des 4 axes qui sont
impacter ou qui vont impacter, nous l'espérons, durablement nos territoires en matière de relance verte, il y a aussi une volonté collective, globale, du groupe Caisse des dépôts de décarboner en tant qu'investisseur ses portefeuilles. Et là, il y a une vraie volonté de réduire en fait l'empreinte carbone du portefeuille investisseur du groupe Caisse des dépôts, avec cette fois-ci une cible de 100% de nos portefeuilles financiers décarbonés d'ici 2050 et avec bien sûr des volontés d'exclure le charbon de nos investissements, zéro investissement dans les entreprises, donc plus de 10% du chiffre d'affaires est exposé au charbon, zéro société développant des centrales, bref, une vraie volonté de décarboner les portefeuilles financiers de l'investisseur, groupe Caisse des dépôts. Voilà globalement la stratégie du plan de relance qui effectivement se fera, nous le pensons, sur les territoires, avec les acteurs locaux, et là-dessus, les acteurs locaux publics pourront compter sur l'implication du groupe Caisse des dépôts à leur côté pour accompagner cette relance que l'on veut verte, durable et résiliente. Je remets mon micro. Merci beaucoup, Philippe. On reviendra peut-être plus tard dans le débat sur des exemples concrets, mais continuons sur les enjeux du plan de relance et sur une autre question qui a été soulevée dans la première intervention d'Édouard, sur la question de l'incitation des entreprises à s'engager dans des stratégies de décarbonation de leur processus de production. Caroline, vous avez des éléments sur cela, donc voir effectivement quelles sont les politiques possibles d'incitation auprès des entreprises pour leur stratégie environnementale ou pour les inciter donc à s'engager sur des processus de production décarbonés. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Et je suis ravie également de vous retrouver pour les journées de l'économie. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le rôle de l'industrie dans les territoires et dans le cadre de la transition écologique. Et ensuite, quelques leviers pour accélérer la transition écologique des entreprises. Donc, tout d'abord, quelques rappels. Donc, l'industrie est un facteur de cohésion territoriale. Donc, elle permet une répartition de l'activité économique sur tout le territoire, puisqu'elle est notamment très présente dans les villes moyennes. C'est un acteur essentiel de l'innovation, un secteur important qui porte l'innovation, puisque l'industrie représente les 3/4 des dépenses de R&D privées. Et enfin, elle a un effet d'entraînement sur l'économie locale, c'est-à-dire qu'une industrie permet de créer des emplois dans les services à l'industrie, tels que la R&D, le conseil, l'ingénierie, et aussi dans les services de proximité, comme la restauration, les aides à la personne. Donc, il a été estimé qu'un emploi industriel permet de créer environ 3 emplois induits. Et donc, en fait, elle a un effet multiplicateur de l'emploi au niveau local. Ensuite, donc, dans le cas de cette transition écologique, donc, l'industrie est un acteur important. Donc, elle représente en France 20% des émissions de gaz à effet de serre donc, en 2019. Et elle peut également donc, fournir des solutions bas carbone qui vont nous permettre de diminuer notre consommation d'énergie, de diminuer nos gaz à effet de serre dans nos modes de consommation, dans notre mode de vie, grâce à les solutions qu'elle développe. Donc, ça peut être le développement du véhicule électrique, des bâtiments économes en énergie, mais elle doit elle aussi donc, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et donc développer de nouveaux procédés pour avoir une meilleure efficacité énergétique, pour réduire ses émissions. Donc, des efforts importants ont déjà été réalisés puisqu'il a été estimé donc, une baisse de 46% des émissions de l'industrie manufacturière entre 1990 et 2018. Et les activités de l'industrie sont aussi elles-mêmes impactées par le changement climatique. Donc, comme par exemple la rareté des ressources en eau, la rareté des ressources des matières premières, l'interruption des chaînes logistiques. Donc, elle doit déjà donc, s'adapter à ces nouvelles conditions liées au changement climatique. Donc, comme on le disait, donc, il y a plusieurs leviers pour accélérer la transition énergétique. Donc, ici, je vais vous en présenter en particulier 2.
donc qui sont la tarification des émissions de gaz à effet de serre et le soutien à l'innovation bas carbone. Il y a d'autres leviers possibles, la mise en place de normes sur les produits, l'introduction de conditions climatiques dans les traités commerciaux. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des deux premiers leviers. Donc, concernant la tarification des émissions, en fait, le fait de mettre un prix sur le carbone permet aux industriels d'orienter leurs investissements et d'investir plutôt dans des technologies bas carbone, puisqu'il faut savoir que les décisions d'investissement concernant les usines qui seront en fonctionnement en 2050 sont prises dès 2030. Donc, en fait, ce prix du carbone est un signal qui permet donc d'orienter les investissements et d'aujourd'hui d'avoir un signal clair pour prendre les décisions en fonction de cette augmentation du prix du carbone. Donc, il y a plusieurs mesures de tarification du carbone aujourd'hui en France. Donc, tout d'abord, le marché européen du carbone, que je parlerai juste après, donc, où là, la tonne de CO2 est de 25 € la tonne donc, sur ce marché. Et il y a aussi une taxe carbone domestique donc, qui est de 44,6 € la tonne. Donc, ce prix du carbone est amené à augmenter puisque la France vise la neutralité carbone en 2050, donc ce qui va amener à augmenter ce prix. Et la commission Kiné 2 a par ailleurs estimé la valeur de l'action pour le climat à 250 € la tonne de CO2 en 2030 pour respecter cet engagement de neutralité carbone en 2050. Donc, juste un petit rappel sur ce qu'est le marché européen du carbone. C'est un marché d'échange de quotas. Donc, il a été mis en place par la Commission européenne dès 2005. C'était le premier marché européen d'échange de quotas. Et donc, en fait, la Commission définit un plafond d'émissions qui représente une quantité totale d'émissions, qui est ensuite, cette quantité est traduite en quotas, qui sont distribués entre les entreprises qui sont soumises à ce marché du carbone. Ce plafond est amené à diminuer d'année en année pour respecter donc, les engagements de neutralité carbone de l'Europe et les engagements de réduction d'émissions. Donc, il couvre à peu près 45% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, ce qui représente un peu plus de 11 000 installations en Europe qui sont dans les secteurs de la production d'énergie et l'industrie. Et donc, en fait, un quota représente l'autorisation d'émettre une tonne de CO2. Donc, une entreprise doit toujours justifier de ses émissions, d'un équilibre entre ses émissions et les quotas. Donc, si une entreprise a émis plus de gaz à effet de serre qu'elle a reçu de quotas, elle va devoir acheter des quotas sur le marché. Si à l'inverse, elle a un peu moins émis que les quotas qu'elle a reçus, elle va pouvoir soit les vendre, soit les mettre en réserve. Donc, maintenant, concernant l'impact du prix du carbone au travers du marché. Donc, nous avons réalisé une étude que nous avons publiée en juin sur l'impact de la tarification du carbone sur la compétitivité industrielle. Et dans cette étude, nous avons fait une synthèse des études économiques, notamment sur l'impact ex post du marché européen du carbone sur la compétitivité. Et donc, dans cette étude, en passant en revue de ces études, on a vu qu'il y avait bien eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10% due uniquement au marché européen du carbone, donc entre 2005 et 2012, c'est-à-dire dans les premières années de fonctionnement du marché, tout en ayant des fuites de carbone qui sont restées limitées. Ce marché européen a aussi permis une accélération de l'innovation bas carbone, ce qui a permis une augmentation de 10% des brevets en technologie bas carbone. Et il n'a pas eu les impacts négatifs sur la compétitivité que certains redoutaient, donc que l'on parle en termes de chiffre d'affaires, de profit, d'importation ou d'exploitation et d'emploi. Ensuite, nous avons examiné dans cette note une deuxième mesure d'incitation qui est le soutien public à l'innovation. Donc déjà en France, il faut savoir que l'effort budgétaire vers l'innovation bas carbone est déjà significatif, puisqu'il représente un quart de l'effort budgétaire public qui est ciblé vers l'innovation privée bas carbone en 2019. Il y a un renforcement qui est prévu dans le cadre du plan de relance européen via les différents fonds d'innovation et d'investissement et aussi au niveau du plan de relance national, donc comme l'a évoqué Édouard. Et déjà, on voit qu'en France, on a une innovation privée qui est plus intensément orientée vers les technologies bas carbone. Donc, vous voyez sur le graphique la part des inventions brevetées bas carbone sur le total des inventions brevetées et on voit que cette part est plus élevée en France que dans la moyenne de l'OCDE. Alors maintenant, pour illustrer tout ce propos, je voulais vous parler d'un exemple de projet de territoire qui est orienté
vers la transition écologique. Donc, nous avons au sein de la Fabrique, nous avons créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des territoires d'industrie. Il s'agit d'un cycle mensuel qui, en fait, permet donc d'évoquer les bonnes pratiques des territoires d'industrie, donc dans le cadre donc, du programme Territoire d'industrie. Et donc, je vais vous parler de l'exemple du projet du port de Marseille-Fos, qui a orienté son développement vers la transition énergétique. Donc, tout d'abord, un point sur donc, ce port est un levier économique important. Donc, c'est le premier port de France, le deuxième de Méditerranée et aussi le sixième d'Europe. Il fait partie du territoire d'industrie Marseille-Fos, Aix-Proussé-Gardanne, Istres, Fos, Marignane et Tandberg. Donc, c'est un levier économique important puisqu'il représente 41 500 emplois directs et indirects. Donc, c'est à peu près 7,5% des emplois du département et un peu plus de 10% de la richesse créée. Donc, il est en fait à la croisée de différents flux maritimes Est-Ouest, Amérique-Asie et Nord-Sud, Europe-Afrique. Donc, c'est un point stratégique important. Et il a été constaté que 90% du trafic était lié au pétrole et aux produits pétroliers il y a 20 ans contre 50% aujourd'hui. Donc, il y a une baisse significative du trafic lié aux produits pétroliers et cette tendance va se poursuivre avec l'objectif de neutralité carbone. Et donc, d'où la stratégie du port de Marseille-Fos de s'orienter déjà vers la création d'activités, de nouvelles activités à fort potentiel de croissance et aussi d'orienter leur stratégie vers la transition énergétique. Et donc, pour cela, une plateforme PICTO, donc qui signifie plateforme industrielle et innovation du Caban-Tonquin, a été créée. Donc, c'est à la fois une association qui fédère des industriels, le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI, la métropole, et aussi une plateforme physique de 1200 hectares sur cette zone industrielle-portuaire. Donc, l'objectif de cette association est donc de pérenniser cette dynamique d'écologie industrielle et territoriale, et donc de faire émerger des projets à visée écologique. Et donc, l'objectif est bien de pouvoir maintenir et développer les activités par l'économie circulaire et l'innovation. Donc, des projets sont mis en place de l'expérimentation aux démonstrations et qui sont testés sur les réseaux intelligents, les matières premières renouvelables. Donc, il y a différents projets mis en œuvre, comme par exemple la mise en place d'un réseau de vapeur qui permet d'alimenter tous les industriels de la zone, ou encore un projet de power to gas qui en fait consiste à transformer l'électricité renouvelable en gaz pour la stocker dans les canalisations de gaz, ce qui permet donc de stocker l'électricité renouvelable. Donc en fait, c'est aussi un moyen on voit que la coopération entre acteurs du territoire est très importante, parce qu'elle permet de faire émerger des projets. Donc cette plateforme permet de la mise en œuvre de synergies et donc qui est vraiment un levier, en plus de tout ce que j'ai cité, pour pouvoir accélérer la transition écologique. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation de ce projet d'écologie industrielle, le projet PICTO. Alors, on va continuer. Alors, j'ai déjà reçu quelques questions, mais je voulais peut-être qu'on reparle éventuellement d'un ou deux projets concrets soutenus par la Banque des Territoires. Et puis, Edouard, est-ce qu'on peut rappeler, alors je ne sais pas pourquoi j'ai un écran tout noir, mais bon, est-ce que, Edouard, on peut rappeler, j'espère que vous m'entendez, vous m'entendez? Ah, pardon. Edouard, est-ce qu'on peut rappeler éventuellement quelques éléments du Green Deal européen, donc dire que notre plan de relance s'intègre dans ce Green Deal, puisque ça a été évoqué rapidement. Voilà, donc Philippe, peut-être un ou deux exemples au-delà de la filière hydrogène. On a beaucoup parlé d'une rénovation énergétique des bâtiments publics. Moi, j'ai en tête un exemple que nous avons validé en comité d'engagement hier. Il s'agit dans l'Allier d'un projet porté par une collectivité, je crois que c'est 300 à 500 habitants, cette collectivité dans l'Allier, qui avait pour objectif de réhabiliter une grange communale, et qui a donc ainsi réalisé une réhabilitation, bien sûr, énergétique, thermique, puisqu'en fait, nous avons à chaque fois une exigence de gap ou de gain énergétique de l'ordre de 30%. Pour dire des experts, 30%, c'est quelque chose de facilement atteignable. Et donc, concrètement, ce sont donc des projets portés par les acteurs. J'ai en tête aussi des rénovations d'écoles portées
par les collectivités et nous sommes en train de travailler pour voir comment nous pourrions, encore une fois, industrialiser, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ça, généraliser en fait des pratiques visant à accompagner, cette fois-ci en savoir-faire, les collectivités petites ou moyennes qui n'ont peut-être pas la compétence technique pour apprécier la qualité de la rénovation, pour traiter avec les artisans qui sont spécialisés dans cette rénovation. Voilà, c'est tout ce travail d'accompagnement que nous faisons, y compris avec l'ADEME aussi, hein, je tiens à le souligner. Nous avons un fort partenariat avec l'ADEME dans la réhabilitation des bâtiments publics. Et donc, c'est une action commune, ADEME, Banque des Territoires, que nous voulons porter au profit des collectivités. Et puis, deux mots quand même sur le logement social, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a de la part des bailleurs sociaux dans notre région un fort engagement en matière de réhabilitation de leur parc locatif. Les gains énergétiques sont au rendez-vous, la poursuite de cette réhabilitation du parc social est en cours et nous les accompagnons à travers un prêt sur fonds d'épargne, mobilisant ainsi, Édouard, l'épargne des Français à travers la réhabilitation des logements sociaux en particulier. Merci beaucoup pour cet exemple, Philippe, qui montre que cette action de financement ou d'accompagnement de la Caisse des dépôts contribue à faire émerger la filière dont parlait Édouard, hein, cette filière de rénovation énergétique. Peut-être, Édouard, quelques mots sur le Green Deal, si c'est possible. Et puis, je saisirai la balle au bon, puisqu'il y a une question sur l'épargne. Mais j'ai quelques questions qui sont arrivées. Sur les chiffres donnés à l'échelle européenne, Édouard. Oui, alors il y a deux choses, hein. Il y a en fait les subventions, le plan de relance européen, donc qui a été dont je vous avais présenté les chiffres tout à l'heure, donc avec des subventions ou des prêts qui sont émis depuis l'Union européenne vers les pays et sont un petit peu partout en Europe. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce plan de relance que l'Europe a décliné sur les différents pays, en fait, il n'y a pas de véritable contrainte écologique. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes plus au niveau structurel, sur des réformes structurelles, mais il n'y a pas de vraies contraintes écologiques. En revanche, il y a un encouragement, évidemment, à ce que ces plans de relance soient plutôt verts, mais il n'y a pas de réelles contraintes pour les États là-dessus. En revanche, donc il y a à côté de ça le Green Deal, le pacte vert européen qui s'étale sur 10 ans, qui avait été annoncé par Ursula von der Leyen, et qui, lui, en fait, a aussi des financements qui sont assez massifs, hein. C'est de l'ordre, je crois, de 1000 milliards sur 10 ans qui devraient être mobilisés pour permettre, alors c'est des objectifs finalement, voilà, comme on les avait vus, avec des objectifs d'infrastructure, de rénovation énergétique, de décarbonation de l'industrie, avec aussi cette idée qu'on va mobiliser les outils de tarification du carbone. Donc ça, c'est quand même quelque chose que la Commission européenne a à l'esprit, et notamment avec en fait, l'idée qui permettrait de scale-up, d'augmenter largement, on va dire, les outils de tarification carbone. C'est parce que, bon, alors ça, Caroline en a parlé, mais il y a toujours cette peur de la part des industriels d'avoir des fuites de carbone. C'est-à-dire d'avoir des entreprises qui vont aller délocaliser leur production industrielle ailleurs qu'en Europe parce qu'elles bénéficieraient d'une tarification moins forte sur les émissions et donc, en fait, que leur coût de production serait plus bas. Ce risque-là, en fait, la Commission européenne, elle veut s'y attaquer avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, avec l'idée qu'en fait, les produits qui seraient importés, déjà dans les produits qui seraient importés avec une certaine empreinte carbone, en fait, seraient taxés à hauteur de cette empreinte carbone. Donc, c'est encore en discussion sur comment on va réussir à mettre en place ce type de mécanisme, mais l'idée d'avoir un mécanisme d'ajustement aux frontières carbone, c'est important si on veut derrière pouvoir monter la capacité de la tarification carbone. Je vais reprendre ce que disait Philippe sur l'hydrogène. L'hydrogène, si on veut un moment que l'hydrogène… alors, il y a plusieurs catégories d'hydrogène. Il y a l'hydrogène qu'on va qualifier de gris, qui est vraiment de l'hydrogène qui est produit à partir de gaz naturel. Il y a l'hydrogène bleu, enfin, il y a l'hydrogène vert, qui est l'hydrogène idéal produit à partir de renouvelables. Et il y a l'hydrogène bleu, qui est produit à partir de ressources fossiles, mais des ressources fossiles dont on va capter au moment de la production le CO2.
pour capter, il y a des technologies pour capter, faire du carbone capture and storage, et capturer la capture du carbone, c'est quelque chose qui est technologiquement faisable. Mais pour que ce soit rentable, il faut pour que ces technologies-là soient rentables, il faut qu'on arrive à des niveaux de tarification du carbone qui soient de l'ordre de 100 € de la tonne de CO2. Et donc, donc ça revient à multiplier par 4 le prix du carbone qui est actuellement sur le marché européen. On est aux alentours de 25 € aux dernières nouvelles. Par rapport au niveau de taxe carbone qu'on a en France aujourd'hui, on est aux alentours de 45, tu as dit, Caroline. Voilà, on est aux alentours de 45 € la tonne de CO2. Donc voilà, il faut réussir à monter à des niveaux qui soient au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois plus importants sur la tarification du carbone pour permettre ces transitions-là. Et en augmentant de temps ces tarifications-là, il faut qu'on soit aussi capable de faire de l'ajustement aux frontières, et ça, c'est qu'au niveau de l'Union européenne qu'on peut le faire, d'avoir des investissements d'avenir pour structurer des filières comme l'hydrogène. Et ça, l'hydrogène, on a un plan en France, mais enfin, il y a des plans français, il y a un plan allemand, mais il y a aussi une idée de faire une coopération européenne pour essayer de vraiment développer ce secteur-là. Et voilà, c'est un peu, il faut jouer sur les 3 tableaux, et ça, Caroline l'a très bien expliqué. Il faut à la fois jouer sur de la tarification carbone, sur du soutien à l'industrie. Mais bon, on peut quand même considérer que le Green Deal européen, il est quand même assez ambitieux par l'ampleur en tout cas par l'ampleur des financements qu'il annonce sur 10 ans, et sur le fait aussi qu'il ait rehaussé les objectifs. Parce que maintenant, l'objectif, alors on va dire que la contrainte, c'est réduire de 50% nos émissions en 2030 par rapport à 90, et je crois que l'objectif réel, c'est 55%. Donc c'est quand même des objectifs qui sont assez importants pour Ursula von der Leyen. Bon, après, et les moyens qui sont mis sur la table pourraient être efficaces. Après, voilà, on a dit le diable se niche dans les détails, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place, et voilà, la commande publique le secteur public peut faire beaucoup de choses, mais en fait, là où on est le secteur public est le plus utile, c'est pour amorcer, pour faire des infrastructures. Après, il faut que l'économie suive un chemin. Enfin, il faut se servir de la force de l'économie de marché pour aller dans le. Très bien, merci beaucoup. Alors en fait, il y a eu pas mal d'éléments qui permettent de répondre à l'une des questions, mais peut-être que Caroline, il y aura des éléments de complément, parce qu'il y a une question justement sur les coûts, puisqu'on parle bien sûr de la question du coût du carbone, mais quid du coût des transports, et bon, la question de la frontière permet d'y répondre, mais Caroline, peut-être des précisions sur ces modèles de calcul de coûts externes, comment davantage les intégrer au-delà de la question du carbone elle-même. Alors, concernant plutôt sur le coût du carbone, effectivement, les entreprises elles-mêmes mettent en place un prix interne du carbone, ce qui permet de valoriser donc la tonne de carbone dans leur projet d'investissement, et donc de faire des investissements nécessaires, donc bas carbone, en fonction de ce prix. Et c'est vrai que le fait de l'internaliser permet de développer des technologies bas carbone, et donc si elles anticipent que le prix du carbone va augmenter, elles vont pouvoir donc mettre en place de nouveaux projets et de nouveaux investissements dans les technologies bas carbone. Et effectivement, pour revenir sur ce que disait Edouard sur la taxe carbone aux frontières, effectivement, nous, dans notre étude, on a également regardé quel pourrait être l'impact sur la compétitivité d'une augmentation du prix du carbone. Et donc, à partir de cette synthèse d'études économiques, à la fois sur le marché européen du carbone, mais aussi sur le prix de l'énergie, donc ce sont des études qui évaluent les effets d'une augmentation, des variations du prix de l'énergie sur la compétitivité, on a pu donc faire cette synthèse, en déduire un certain nombre de choses sur la compétitivité. Et on voit que jusqu'à 100 € la tonne de CO2, l'impact sur la compétitivité resterait limité, mais les secteurs ne seront pas tous touchés de la même façon. Il y a des secteurs qui seront plus touchés négativement que d'autres par cette augmentation du prix du carbone, d'où le fait de mesures d'accompagnement et de soutien de la compétitivité qui sont importantes, et l'ajustement carbone aux frontières en fait partie.
Et donc, effectivement, il va y avoir des différences d'impact entre les secteurs. Et donc, la Commission est en train d'évaluer différents types d'options, de mesures d'ajustement aux frontières. Donc, il y en a plusieurs, soit une extension du marché européen, la taxe carbone elle-même aux frontières, ou alors une taxe à la consommation. Ce sont des mesures de soutien qui permettent en fait de mettre sur un pied d'égalité les producteurs européens et les producteurs extra-européens. Et aussi, l'avantage de cette mesure aux frontières est d'inciter les autres pays à mettre en place des mesures de politique climatique et des mesures de prix du carbone. Merci beaucoup. Donc, cette question à la fin suggère de se demander comment favoriser les produits locaux par rapport à des produits lointains, puisque effectivement, le produit local économise le transport. Mais je pense qu'avec ces échanges, on a quand même en partie répondu à la question. Il y a une question, une chose qui a été soulevée par Edouard, qui est une question, mais qu'on peut peut-être poser à Philippe, qui est dans les cahiers des charges des collectivités, mais ça se fait d'intégrer des exigences environnementales. Oui, tout à fait. Les exigences environnementales sont intégrées, je l'évoquais tout à l'heure déjà, en termes de gains énergétiques exigés minimum. Il y a aussi de la part donc, des prêts que nous accordons aux bailleurs sociaux des classes énergétiques exigées de façon à pouvoir bénéficier de ce prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux, donc qui permet la rénovation énergétique des logements sociaux, mais sous contrainte effectivement de gains en classe énergétique visant donc encore une fois à réhabiliter les logements sociaux qui, j'allais dire, représentent la référence énergétique la plus dommageable pour notre environnement. Donc des exigences, effectivement, des exigences également sur le travail effectué, en particulier par les bailleurs sociaux, pour associer les acteurs locaux et de façon à avoir une démarche responsable, sociétale, vis-à-vis de la main-d'œuvre également utilisée dans la réhabilitation de ces bâtiments publics. Une démarche globale, effectivement, avec différents critères qui sont à chaque fois pris en compte. Et d'ailleurs, nous travaillons également sur une enveloppe que la Banque européenne d'investissement met à disposition des acteurs locaux là aussi. Et bien sûr, la BEI a là aussi des exigences environnementales fortes pour pouvoir bénéficier de ces prêts BEI. Alors, il y a une autre question. Pardon. Oui, je voulais juste ajouter un mot du coup sur ce que disait Philippe, comment en fait les collectivités elles peuvent intégrer la dimension environnementale dans leur commande. En fait, il y a aussi d'autres exemples. En fait, je pensais parce que du coup, on a beaucoup parlé du bâtiment, mais il y a aussi un exemple tout bête sur des structurations de filières qui est la question de la restauration collective. La restauration collective qui est organisée par les collectivités, je pense par exemple aux cantines scolaires. En fait, sur les cantines scolaires, vous pouvez mettre en place des filières pour avoir des produits qui soient bio, qui soient circuit court, qui soient respectueux de la condition animale. Vous pouvez mettre en place toute une série de contraintes dans une charte et au niveau local, et ça vous permet d'aider les agriculteurs à faire leur transition. C'est-à-dire que vous sécurisez une part de demande publique pour des produits vertueux et vous permettez en fait de faire, à partir du moment où vous sécurisez finalement une sortie pour les agriculteurs qui sont en une situation d'incertitude s'ils font une transition vers des modèles plus durables, et ben là, vous êtes capable de les accompagner là-dedans. Et donc, c'est aussi le rôle des collectivités, voilà, c'est d'être, encore une fois, ces amorceurs du changement pour différents secteurs de l'économie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de secteurs en fait, où la commande publique peut jouer ce rôle-là. Et voilà, je vais donner encore l'exemple de la restauration. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur comment, alors qui va aussi bien à Edouard qu'à Philippe, c'est comment accompagner l'investissement local de l'épargne. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'épargne vraiment
abondent, soutiennent les projets locaux. Bon, ça c'est… Oui, on a perdu Isabelle, mais je vais peut-être commencer donc la réponse. En fait, il faut bien voir que, comme le précisait Édouard, nous avons eu pendant le confinement de la thésaurisation, en fait, effectivement, de l'épargne. Voilà. Et vous le savez, une partie de cette épargne, à travers les livrets A ou le livret durable, est centralisée à la Caisse des dépôts. L'idée, en fait, à chaque fois, nous, c'est de travailler sur cette épargne populaire, liquide, disponible à tout moment, en adossant cette épargne à des prêts long terme, puisque nous allons sur des durées au-dessus de 25 ans, parfois à 40 ans, parfois même à 80 sur certains sujets, de façon à ce que nous puissions transformer cette épargne liquide sur des financements visant à travailler des sous-jacents qui nécessitent des amortissements longs, voire même très longs. Lorsqu'on travaille, par exemple, un réseau d'eau et d'assainissement, on est sur des financements qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. 40 ans, ça permet effectivement d'avoir un amortissement et j'ai cru comprendre que le niveau de remplacement de nos tuyaux d'eau et d'assainissement était tous les 80 à 100 ans. Donc je me dis qu'un amortissement sur 40 ans, une ressource qui permet à la collectivité ou à son bras armé syndicat de travailler la réhabilitation de son réseau d'eau sur des durées de 40 ans répond en fait au sous-jacent et à une logique économique. Et donc, pour répondre à la question, donc nous essayons à la Caisse des dépôts d'associer et de corréler l'épargne des Français liquide et la nécessité pour les acteurs locaux d'avoir du financement moyen, long terme, voire même très long terme. Isabelle, on t'a retrouvé, je te laisse la parole. Je n'ai plus son… Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Voilà. Vous m'entendez? Je n'ai plus le son. Ah, pardon. Pardon, parce que moi j'ai un petit problème technique, ça coupe régulièrement, ça se reconnecte. Enfin bon, comme je connais un peu les enjeux que tu évoquais, j'ai compris ton intervention. J'ai une question sur la tragédie des horizons, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un horizon 2050, voire même 2030, puisse être une incitation forte aujourd'hui. Donc, savez-vous que l'horizon 2050 est tardif? Et donc, comment faire en sorte qu'un horizon long puisse entraîner de l'action aujourd'hui? Donc, qui veut répondre? Édouard, peut-être sur la… Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Isabelle. Ah, pardon. Donc, sur la question de comment on arrive à… alors, il y a plusieurs choses. Bon, il y a comment on prend en compte le long terme dans les politiques publiques. Donc ça, finalement, ça revient à ce qu'on peut qualifier en fait de valeur tutélaire du carbone, donc qui est utilisé dans les instruments dans les investissements publics long terme. On utilise une valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire qu'on simule un prix du carbone qui aurait une valeur sociale à long terme. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on décide des investissements publics à long terme. Donc ça, l'État, on va dire qu'il a cet outil-là pour intégrer la dimension un peu climat à long terme. C'est imparfait. De manière générale, pour réussir à intégrer ces contraintes. Alors, parce qu'il y a deux choses, en fait. Il y a, je ne pense pas, alors ça peut-être les autres auront notre avis, mais je ne pense pas qu'on puisse faire le reproche à ce plan de relance d'être un plan de relance électoral. C'est-à-dire qu'il y a souvent des critiques qui sont faites en disant, il y a souvent ce débat-là, notamment aux États-Unis, sur le fait, est-ce que en fait, les politiques qui sont faites, elles ne sont pas forcément, elles sont plutôt en fait faites pour plaire à l'électorat l'année avant l'élection, etc. Bon. Finalement, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement en fait, dans la littérature économique. On se rend compte que ça ne marche pas tant que ça. Et que finalement, le plan de relance qu'on a en France, c'est un plan de relance qui est,
je ne sais pas si c'est un plan de relance, en fait. Pour moi, c'est un plan. C'est plus parce que finalement, en termes de relance à N+1, je pense que les effets ne vont pas être énormes. Très franchement, je ne suis pas sûr qu'on va avoir une embellie de la consommation grâce à ce plan en 2021. Et une embellie de la croissance très forte, je ne pense pas. Et je ne fais pas le reproche. Je pense qu'en fait, finalement, c'est un plan qui vraiment est là pour préparer 2030. Et en ce sens-là, il est intéressant. Et je pense qu'il n'a pas ce problème d'horizon. Alors après, enfin, en tout cas, pour moi, il est orienté quand même moyen-long terme, puisque c'est plutôt quelque chose qui est là pour préparer, ce qu'ils disent, ce que annonce le gouvernement, c'est préparer la France de 2030. On n'est pas sur des mesures de soutien direct, immédiat à la consommation, parce que finalement, alors il y a des populations précaires à protéger suite à la crise du Covid, mais de manière générale, et ça on en a parlé, hein, on a une épargne qui est monstrueuse, mais on a une épargne beaucoup plus importante, et donc il n'y a pas besoin finalement de faire une grosse soutien à la consommation maintenant, surtout qu'en fait la question c'est que si on fait un soutien à la consommation, qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne fait ça, hein. L'Allemagne a décidé de faire un petit coup de pouce à la consommation, il baisse un petit peu la TVA. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites de la consommation en plus en France, vous allez consommer des produits qui sont fabriqués à l'étranger et qui sont probablement avec une grosse empreinte carbone. Donc finalement, aller dans l'autre sens et dire d'abord, je fais un plan pour verdir mon offre et avoir une offre de production décarbonée en France. Et ensuite, de toute façon, j'ai une épargne qui est stockée. Et quand je retrouverai de la confiance dans mon économie, elle va se débloquer, elle va servir à alimenter. Ça peut faire sens et ça pourrait fonctionner. Après, je pense que la question que peut-être, alors je ne suis pas sûr, hein, mais peut-être que ce qu'il y avait aussi dans la question, c'était le débat qu'on y avait, parce que bon, on a tous parlé, on a tous parlé tarification du carbone. Bon, il n'y a personne qui a prononcé le gros mot gilet jaune, mais bon, c'est quand même un vrai sujet qu'on ne peut pas exclure de l'équation. Le débat, c'est 2050. Pardon ? La question, c'est que 2050 la question est que 2050 est un horizon lointain et que l'écologie, enfin la crise climatique appelle des réactions urgentes. C'est ça la question. Ce que j'appelle par la tragédie des horizons, c'est-à-dire 2050, c'est loin. Pour ça, il faut donner de la visibilité aux acteurs sur un long terme. Et pour donner de la visibilité aux acteurs sur un long terme, c'est avoir non seulement un prix du carbone, mais une trajectoire qui est annoncée de prix du carbone et à laquelle on se tient. Et comme finalement… C'est tout le sujet, effectivement, d'un plan, qu'on l'appelle plan de relance ou pas, d'effet immédiat qui doit effectivement se voir assez rapidement dans la croissance, dans l'économie et dans la reprise. Et donc, c'est tout le dilemme entre ces effets immédiats et puis la préparation de l'avenir, construire un avenir avec des filières, des projets qui vont nécessiter effectivement un certain nombre d'années pour se construire, pour se constituer. Et donc, tout le challenge que nous avons, nous, à la Banque des Territoires, mais tous les acteurs, hein, c'est de concilier les deux, le court terme et le moyen, long terme de ce plan, qu'il soit de relance ou pas. Et donc, nous avons décidé, nous, ici, à la Banque des Territoires, de travailler pour augmenter, accroître, aller plus vite, et de façon à ce que nous ayons un objectif d'engagement de 80%. 80% de nos enveloppes doivent être engagées dans les 2 ans, laissant ainsi, sur les 20% restants, vous l'avez compris, les autres projets pour qu'ils se peaufinent et pour qu'ils ainsi puissent se créer, se maturer pour arriver ainsi à la consommation totale de notre enveloppe prévue dans ce plan de relance verte. Pour compléter un tout petit peu ce qui vient d'être dit, donc comment on fait Merci pour beaucoup. Alors, le temps long et donc concernant la prise en compte du temps long, et donc effectivement les entreprises, en tout cas les industriels, fonctionnent sur un temps long, puisque comme je le disais, les usines qui seront construites en 2050, elles sont pensées en 2030, elles sont pensées déjà aujourd'hui. Donc les investissements, les industriels ont besoin de signaux clairs et visibles sur le long terme pour pouvoir prévoir leurs projets d'investissement. Donc comme on le disait, il y a la tarification de carbone, le fait de savoir que le prix du carbone va augmenter, qui permet donc d'orienter cette stratégie. Et je parlais aussi du marché européen du carbone. Donc la Commission s'est donné comme objectif
la neutralité carbone est de diminuer de 55% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 et par conséquent, des ajustements vont être faits sur le plafond d'émissions du marché européen. Donc ce plafond va être amené à diminuer donc phase par phase, et donc en diminuant cette quantité totale d'émissions, ça va ensuite redescendre sur les entreprises qui vont du coup devoir ajuster, acheter des quotas, en vendre et ajuster et investir en fonction donc du montant des quotas pour pouvoir répondre à ces contraintes. Et donc c'est avec ces échelons qui sont mis en place, qui sont plus clairs, qui permet ensuite de prévoir la trajectoire et de l'organiser pour atteindre cet objectif qui est donc à plus long terme. Très bien, merci. Il y avait une question, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, donc je ne connais pas cela. Une question sur le prototype. Est-ce qu'il y a des financements pour financer, enfin pour soutenir un prototype d'un réacteur à sel fondu qui est un espoir? Je ne connais pas cette technologie, donc je ne sais pas si quelqu'un autour de la table en a entendu parler. Les réacteurs à sel fondu, non? Écoute, moi je ne connais pas effectivement, je ne suis pas un spécialiste. En revanche, moi, ce que je peux indiquer, c'est que lorsqu'il s'agit de sujets relatifs à l'innovation, c'est tout naturellement au sein du groupe Caisse des dépôts, BPI, qui est en charge effectivement, soit directement à travers ces fonds, soit à travers le rôle d'opérateur du PIA, du programme des investissements d'avenir qu'il peut porter, donc un rôle effectivement d'accompagnement des innovations techniques, technologiques. Donc voilà la réponse que je pourrais faire sur ce point particulier, mais je ne connais pas la technique que tu évoques. Alors, juste un point, les réacteurs à sel fondu, en fait, c'est des nouveaux modèles de réacteurs nucléaires. Donc, il y a dans le plan de relance un soutien il y a des mesures de soutien à la filière nucléaire dans l'idée que même si ça ne doit pas être le seul et l'unique fournisseur d'électricité dans le modèle, dans le mix énergétique de demain pour la France, et évidemment, il y a l'idée qu'on va garder une part de nucléaire et qu'il faut continuer à investir à la fois dans les moyens humains et dans les savoir-faire sur la question et sur des questions de recherche. Donc, je ne sais pas si précisément sur les sels fondus, il y a des investissements qui sont prévus, mais il y a des investissements qui sont prévus pour maintenir un bon niveau sur la filière nucléaire. Alors, peut-être pour répondre à cette question de l'internaute qui nous écoute peut-être, hein, mais Philippe, je te laisserai peut-être développer. Sauf que la Caisse des dépôts, elle est vraiment stratégiquement orientée sur le financement des renouvelables. Philippe? Alors, je ne sais pas si Philippe nous a entendus. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Philippe, on ne t'entend pas. Philippe, tu mets ton micro? Oui, voilà. Oui, non, je disais voilà. Que la Caisse des dépôts... Si ta question, Isabelle, porte effectivement sur le financement des énergies renouvelables, oui, l'objectif pour la Banque des Territoires est d'accompagner tous les projets, qu'ils soient portés effectivement par des structures type SEM. On a certaines collectivités, j'ai en tête le département de l'Ain qui est en train de créer une SEM pour porter un certain nombre de projets énergie renouvelable, filières également liées à la réhabilitation. Donc sinon, on travaille également avec la CNR un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, que ce soit dans l'hydraulique bien sûr ou dans le photovoltaïque. Et enfin, nous sommes aussi, et je tenais à le signaler, dans des projets liés à des réseaux de chaleur. Hein, on ne l'a pas évoqué, mais ce sont des solutions là aussi qui permettent de travailler en fait à travers ces réseaux de chaleur, parfois en travaillant l'énergie fatale. J'ai en tête un beau projet que nous portons du côté du pays GEX en récupérant l'énergie fatale du CNRS. Et donc là aussi, ce sont des investissements sur lesquels la Banque des Territoires compte être présente en métropole et ailleurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Isabelle? Oui, non, c'était pour signaler à l'internaute que la Caisse des dépôts, elle était vraiment stratégiquement orientée sur le développement des renouvelables.
J'ai une question à Caroline. Le marché du CO2 adresse 45% des émissions totales ou seulement des émissions de l'industrie? Et quelle est une demande de précision sur le concept de fuite carbone? Oui, il s'agit de 45% des émissions totales en Europe. En fait, elles se concentrent, le marché européen du carbone vise les installations qui sont fortement consommatrices d'énergie. Et donc, c'est principalement aujourd'hui les secteurs de l'industrie et de la pollution d'électricité. Et donc, il y a des discussions et aussi des compagnies aériennes pour les vols qui sont effectués entre les pays participant au marché européen du carbone. Il y a des discussions en cours pour étendre ce marché à d'autres secteurs comme le transport ou d'autres secteurs. Donc, concernant les fuites de carbone, en fait, les fuites de carbone est dû au fait qu'il y a un déplacement d'une partie de la production donc d'un pays européen vers un pays qui aurait des contraintes climatiques moins ambitieuses. Et donc, en fait, ensuite, une partie de la production donc, est faite dans ce pays tiers et ensuite réimportée en France. Et donc, du coup, ce déplacement de production peut, c'est pas forcément dans tous les cas, mais peut être suivi d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, donc selon effectivement, les moyens de production qui sont utilisés dans le pays tiers. Et donc, dans le cas du marché européen du carbone, dans le cadre de son fonctionnement actuel, donc on n'a pas, c'est des études qu'on n'a pas en revue, n'ont pas identifié, ont identifié des fuites de carbone qui sont restées très limitées et donc qui n'ont pas diminué l'impact positif sur la diminution des gaz à effet de serre du marché européen du carbone. Très bien, merci. Alors, j'avais une question également sur la consommation, mais on en a un petit peu parlé sur la question des produits importés, en fait, et donc qui sont à forte empreinte carbone. Quelles seraient éventuellement des actions pour accompagner la consommation vers des produits à la fois plus locaux et plus territoriaux, enfin moins chargés en coût carbone? C'est-à-dire que la question veut mettre en évidence le côté consommation par rapport à toute une série de développements qu'on a eus qui se rapportent plutôt à l'économie de l'offre. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, alors sur la consommation, alors, sur le fait d'avoir une consommation, comment on favorise la consommation locale et faible en carbone? Eh ben, une taxe carbone, ça rendra les produits lointains et chargés en carbone plus coûteux, et donc l'arbitrage sera facile. Bon, outre cette question-là, parce que je pense que ceux qui nous regardent vont penser que je ne pense qu'à ça. Il y a d'autres moyens quand même d'orienter la consommation. Alors, d'une part, il y a une éducation à faire qui est possible. Je pense que lorsqu'on reprend, et je trouve que c'est quelque chose qui revient quand même. Quand on voit les tendances en France, il y a quand même une tendance de fond sociétale sur, finalement, par rapport à il y a 10 ans, il y a une tendance sur le retour à, par exemple, et on l'a vu dans le confinement, le retour à apprécier la bonne cuisine, la cuisine faite maison, etc. Et donc, retour aux produits bruts, et donc, où on va essayer de sélectionner les produits bruts avec plus de précision. Et du coup, voilà. Donc là-dessus, on peut faire une éducation, parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, si vous allez acheter quand même des produits bruts, des produits bruts, vous pouvez réussir à avoir un panier qui soit moins cher que un panier tout prêt, et qui sera peut-être, enfin, des plats tout prêts et qui sont peut-être plus chargés en carbone en termes de logistique, etc. Donc le différentiel de prix ne fait pas tout. Donc il faut être aussi capable d'avoir en fait une forme d'éducation une forme d'éducation et d'encouragement autre à cette consommation de biens bas carbone. Donc moi, je pense donc évidemment à cette question de la formation, pas de la formation, mais d'accompagner, je pense, une tendance sociétale sur le retour au goût, à faire la cuisine chez soi, etc. Ça, je pense que c'est un premier point. Il y a un point sur la question du tri. Alors ça, par exemple, ça pareil, je pense que la consommation d'aliments, par exemple, consommer moins de viande, bon, etc. Donc ça, c'est des tendances sociales
qu'il faut accompagner. On a déjà une tendance sociale sur une consommation moindre de viande. Il faut la poursuivre, sans forcément aller jusqu'à zéro viande, mais il faut poursuivre une réduction de la consommation de viande rouge parce que ça a un poids carbone qui est très important. Il y a la question donc derrière des déchets. Et donc ça, il y a un outil qui est quand même pas mal, enfin, qui est de plus en plus utilisé par les collectivités, qui est de faire des formations à destination des enfants. Parce qu'ensuite, les enfants, quand on les forme, ils ramènent à la maison la question voilà, du tri, etc. Bon, ça, on peut mettre en place un certain nombre de choses sur le tri à partir d'initiatives très locales. Hein. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit être fait par les collectivités. La logistique sur les déchets, c'est vraiment quelque chose qui doit être géré au plan le plus local possible. Après, sur des logiques de consommation moindre, bon, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi sur le poids carbone de l'utilisation de l'avion par rapport au train, ou enfin, en tout cas, des modes plus doux. Donc ça, je pense qu'il y a des prises de conscience. Voilà, donc je pense qu'il y a d'une part, on peut essayer d'accompagner la société sur des tendances de consommation moindre. Il y a la question, je pense qu'on ne pourra pas échapper à un moment ou à un autre à la question du prix, la question comment on met un indicateur de prix. Et après, il y a des petits outils aussi qu'on peut mettre en place, donc, ce qu'on va appeler des nudges. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des interventions comportementales qui permettent d'orienter des comportements individuels. Et donc, en fait, ça, c'est le fait de faire des politiques publiques où le choix par défaut, par exemple, lorsque vous allez souscrire à un abonnement ou quoi que ce soit, le choix par défaut, ce soit le choix vert. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant et qui permet aussi de stimuler ce qui permet de stimuler des choix, des choix plus respectueux de l'environnement. En fait, quand on regarde vraiment, j'ai pas mal travaillé sur des problèmes d'économie comportementale. Il y a deux grands axes psychologiques que l'on peut exploiter pour stimuler un comportement vertueux en matière d'environnement. C'est celui du choix par défaut. Donc ça, on se rend compte que ça marche très, très bien. Et le deuxième, c'est en fait stimuler la perspective de long terme. Et ça, je reviens à la question sur comment on montre que 2050, c'est important aujourd'hui. Et en fait, pour stimuler une perspective de long terme, il faut mettre de l'emphase sur une histoire dans le temps long. Et donc ça, c'est assez intéressant. Mais en fait, lorsque vous faites finalement une forme de storytelling sur les choix à faire, pour les individus, c'est intéressant de mettre en perspective 2050 par rapport à l'histoire de France ou ce genre de choses. En fait, donner des perspectives longues en termes d'héritage que l'on a des siècles passés et de l'héritage que l'on laisse ensuite, c'est quelque chose qui est assez efficace pour stimuler des choix verts. Donc voilà, il y a des interventions qui peuvent être comportementales d'ordre psychologique, que je viens de vous citer, des interventions sur le prix du carbone, et après des interventions de formation, d'information pour accompagner des tendances sociales sur des comportements plus vertueux. Merci beaucoup. En fait, cette question de la consommation renvoie aussi à l'économie circulaire, qui est soutenue également par les actions de la Banque des territoires. Alors, j'ai plein de questions qui m'arrivent d'un coup, mais c'est un peu tard, donc nous ne pourrons pas y répondre complètement. Je vais en prendre une dans l'ordre. On me pose une question sur le coût de l'hydrogène, sur le prix de l'hydrogène. Est-ce qu'on a des éléments sur le coût de production, sur comment intervient la question du coût de l'hydrogène dans le choix de cette technologie ? Philippe, tu y avais peut-être des choses ? Écoute, là-dessus, pour répondre sur le projet que nous accompagnons sur la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'ai évoqué, l'idée, effectivement, c'est de construire déjà un réseau d'une vingtaine de stations hydrogène qui permettent ainsi à l'utilisateur d'utiliser ce combustible pour son véhicule. Et le sujet, alors je ne connais pas en fait toute la problématique du prix de l'hydrogène, mais le sujet, il est vraiment sur l'utilisation et la flotte de véhicules qui doit être transformée pour une flotte de véhicules hydrogène, avec une rentabilité économique qui a tendance quand même plutôt à orienter vers des flottes de poids lourds, qui ainsi permettraient un modèle économique. Mais vous l'avez compris que actuellement, ce type de filière est en émergence.
le modèle économique est en question. Et j'allais dire, on avance doucement sur ces modèles et on n'a pas encore totalement la visibilité, puisque derrière, vous l'avez compris, un modèle économique, il s'agit surtout de l'utilisation de l'hydrogène par des consommateurs. Et là-dessus, l'interrogation est totale et je n'ai pas la réponse. Et pour compléter, je voudrais dire effectivement, en fait, cette question du coût, que ce soit pour l'hydrogène ou pour une autre technologie bas carbone, est à rapprocher de son utilisation. Donc, ça dépend si l'application de l'hydrogène se fait pour une mobilité ou pour une application énergétique ou pour un process industriel, et que donc ce coût va être mis en comparaison avec d'autres technologies. Et donc, ça va bien dépendre en fait de l'utilisation qu'on va en faire. Et il s'agit dans tous les cas de choisir la meilleure méthode ou la meilleure solution, enfin la plus efficace d'un point de vue écologique. Et donc, il ne s'agira pas forcément d'utiliser une telle méthode ou l'hydrogène ou une autre, mais vraiment d'évaluer son efficacité par rapport au coût, certes, mais aussi à la réduction des émissions et à la réduction de la consommation d'énergie. Merci beaucoup. Je vais prendre encore une dernière question. Il nous reste 5 minutes, donc je ne sais pas. Alors, j'ai une question sur la mobilité qui compare la dépendance en zone peu dense à la voiture par rapport aux habitants des centres urbains qui peuvent utiliser les transports publics. Donc, comment résoudre cette question? Alors, favoriser une mobilité durable. oui. Alors, dans le plan France Relance, il y a un volet important sur les mobilités du quotidien qui ne concerne pas uniquement le vélo pour les centres urbains, mais aussi des bus, des mises en place de transports en commun au niveau de service. Mais alors, voilà, là, on va revenir sur des questions où, en effet, comment on arrive à concilier quand on est en zone plus rurale. Donc ça, il y a des bonus, en fait, il y a aussi un plan de soutien un plan de soutien à la demande en fait pour les véhicules électriques, pour les véhicules en fait sobres en carbone. Donc ça, il y a un certain nombre d'aides dans le plan de relance qui visent justement encore à renforcer les subventions que l'État peut fournir pour l'achat d'un véhicule électrique, pour le permettre l'achat par les particuliers. Il faut savoir qu'en fait, un véhicule électrique, c'est très rentable en fait à long terme. La seule question, c'est qu'en fait, ça représente un coût à l'achat qui est quand même assez important. Et donc, il faut avoir cette espèce de boost financier au démarrage que l'État peut essayer de fournir aux ménages, que ce soit sous la forme… Après, voilà, c'est des subventions directes. On pourrait aussi envisager des prêts à taux zéro qui soient étalés dans le temps et qui permettraient en fait de reprendre sur l'équivalent des pleins qui correspondraient, parce qu'en fait après ça coûte plus rien en fait de faire fonctionner une voiture électrique. Enfin, ça coûte pas très cher étant donné le prix de l'électricité en France, mais c'est sûr que c'est une question qui est que en zone rurale on a des déplacements contraints qui sont plus importants avec la voiture qu'en zone urbaine. Et ça, en fait, finalement, c'est qu'en basculant sur des technologies moins consommatrices de CO2 qu'on pourra réduire l'exposition de ces ménages-là à une tarification du carbone. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour revenir au sujet européen. Pourquoi l'Europe ne fixe-t-elle pas la taxe carbone pour redistribuer sur les projets? Alors, c'est en fait comment on réoriente les produits de la taxe carbone vers les bons projets? Ce sont des… Caroline. Ce sont des questions effectivement qui sont en cours de discussion au sein de la Commission européenne. Donc, il y a une consultation qui a été lancée sur 4 options possibles. Et effectivement, il y a une question de l'utilisation des recettes de cette taxe. Et donc, la Commission a exposé dans le Green Deal que donc, cette taxe, cette tarification du carbone, en fait, ferait partie du budget propre, des ressources propres de l'Union européenne, premier point. Et ensuite, il y a effectivement une discussion sur le fait que ces recettes pourraient donc participer, inciter donc ou financer des projets bas carbone. Et c'est déjà le cas en fait du marché européen du carbone, où une partie des recettes des quotas carbone qui proviennent de la vente des quotas sur le marché européen sont utilisées pour financer des projets verts. Très bien, merci. Alors moi, j'ai 12h29
à mon chronomètre, donc je parle aux organisateurs. Là, est-ce qu'il nous reste un peu de temps ou on est à la fin de notre session? Parce qu'on n'a pas pu répondre à... Il faudrait conclure. Bah, écoutez, je crois qu'on a déjà pris pas mal de questions et donc merci aux internautes de les avoir posées. Merci aux intervenants d'y avoir répondu. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et j'espère que cette session vous aura tous intéressés. En tout cas, un grand merci aux intervenants. Merci beaucoup. Merci, au revoir.